Je n'oublierai jamais le son de la voix de mon fils quand il m'a dit de quitter ma maison. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de l'émotion, c'était froid, professionnel, comme s'il licenciait un employé devenu inutile. Papa, il faut que tu sois parti vendredi. J'étais debout dans le salon où j'avais vécu pendant 43 ans, où ma femme Françoise et moi avions élevé Julien, où elle était morte dans mes bras il y a seulement 8 mois, et mon fils unique, m'expulsait. Julien, c'est ma maison, ta mère et moi. C'était ta maison, papa. À l'imparfait. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai eu la promotion, directeur général adjoint, bureau avec vue sur la Défense, 280 000 € de salaire de base plus prime. Il l'a dit comme si je devais le féliciter. C'est merveilleux, mon fils, mais je ne comprends pas ce que ça a à voir avec... Ça a tout à voir. Maintenant, il me regardait. Ses yeux étaient différents, plus durs. Comme si quelque chose avait changé en lui au moment où cette promotion était arrivée. Je reçois des clients maintenant, des gens importants. Je ne peux pas leur dire que mon père vit dans cette maison vieillotte, dans ce quartier de classe moyenne. Classe moyenne, le quartier où nous avions économisé chaque centime pour acheter une maison afin qu'il puisse aller dans de bonnes écoles. Julien, où suis-je censé aller? Il a sorti une brochure. La résidence du bel âge, j'ai déjà rempli le dossier. Tu emménages vendredi. C'est 2600 € par mois. Ta retraite de la SNCF et ta pension couvriront. Je n'ai pas besoin d'une maison de retraite. Je n'ai que 74 ans. Je suis en bonne santé. Papa, il a soupiré comme si j'étais difficile. Tu es seul. Tu arrives à peine à te débrouiller. La semaine dernière, tu as oublié de sortir les poubelles. Hier, j'ai vu de la vaisselle sale dans l'évier. Maman s'occupait de tout, et maintenant elle n'est plus là. Tu as besoin d'encadrement, tu as besoin de surveillance. J'ai besoin de ma maison. Non, sa voix est redevenue froide. Tu dois accepter la réalité. Je vends cette maison. Le marché est bon en ce moment. Je peux obtenir 800 000 €, peut-être 850 000 si on a de la chance. Cet argent ira dans mon portefeuille. C'est un investissement intelligent. Mon estomac s'est serré. Ton portefeuille? Julien, c'est ma maison, la mienne et celle de ta mère. En fait, papa, elle est à mon nom. Ça fait 3 ans. Tu te souviens quand maman était malade et que tu as signé ces papiers? Procuration, transfert de patrimoine, tous ces trucs juridiques que tu as dit être trop compliqués à comprendre? J'ai senti la pièce basculer. Tu as dit que ces papiers servaient à payer les frais médicaux de ta mère. C'était le cas, et maintenant, ils m'aident à construire la vie que je mérite, la vie que maman et toi n'avez jamais pu me donner. La cruauté de cette déclaration flottait dans l'air. Ta mère et moi t'avons tout donné. Vous m'avez donné une enfance de classe moyenne dans une maison banale dans un quartier oubliable. Tu travaillais à l'usine, papa. À l'usine. Tu sais ce que c'était de dire à mes camarades de HEC que mon père assemblait des pièces automobiles pour gagner sa vie? Quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, ma compréhension de qui était mon fils. Ta mère était professeure des écoles. J'ai travaillé dans cette usine pendant 40 ans. Nous étions fiers de notre travail. Nous étions fiers de notre vie. Nous étions fiers de toi. Eh bien, moi, je ne suis pas fier de ça. Il a fait un geste autour de la pièce. Je ne suis pas fier de venir de rien, mais j'ai réparé ça. Je suis allé à HEC. J'ai gravi les échelons. J'ai fait quelque chose de moi-même. Et maintenant que j'ai la promotion, maintenant que je suis enfin quelqu'un, je dois me débarrasser du poids mort. Le but mort, j'ai répété, c'est ce que je suis pour toi. Papa, ne sois pas dramatique. Tu seras bien à la résidence du bel âge. Ils ont des activités, d'autres personnes âgées. Tu te feras probablement des amis. Il a regardé sa montre, une montre chère que je ne reconnaissais pas. J'ai une réunion. L'agent immobilier vient mercredi pour évaluer la maison. Tu as jusqu'à vendredi pour emballer ce qui rentre dans une valise. Le reste va à Emmaüs ou à la déchetterie. Julien, vendredi, papa, estime-toi heureux que je te donne 3 jours. Il est sorti, comme ça. Il est monté dans sa nouvelle Tesla et il est parti.
Et je suis resté dans mon salon, dans la maison où Françoise était morte, dans le foyer où nous avions construit une vie. Et j'ai réalisé, je ne reconnaissais plus mon fils. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connu. Avant de continuer cette histoire, je dois vous demander quelque chose. Si vous vous êtes déjà inquiété d'être un fardeau pour vos enfants, si vous vous êtes déjà demandé si les sacrifices que vous avez faits en tant que parent comptaient, si vous regardez cette vidéo et que votre cœur se brise déjà pour ce qui va suivre, abonnez-vous à Les Conseils de Papy maintenant, laissez un like sur cette vidéo et commentez en nous disant de quelle ville vous nous regardez, parce que j'ai besoin de savoir que ces histoires touchent les gens qui ont besoin de les entendre. Maintenant, continuons, parce que ce que j'ai trouvé le lendemain a tout changé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans le lit où Françoise avait pris son dernier souffle, fixant le plafond, essayant de comprendre comment ma vie s'était complètement effondrée en 8 mois. D'abord, j'ai perdu ma femme à cause du cancer. Maintenant, je perdais ma maison, mon fils, ma dignité. Vers 3 heures du matin, je me suis levé. Je ne pouvais plus rester allongé là, me noyant dans les souvenirs et le chagrin. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, touchant les murs qui retenaient 43 ans de vie, la cuisine où Françoise faisait des gâteaux d'anniversaire, le chambranle où nous avions marqué la taille de Julien chaque année, le salon où nous l'avions regardé ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Tout cela disparaîtrait vendredi, vendu, effacé, comme si rien n'avait jamais eu d'importance. J'ai fini dans le placard de la chambre, du côté de Françoise. Je n'avais pas pu toucher à ses affaires. Ses vêtements étaient toujours suspendus là, sentant faiblement son parfum. Ses chaussures toujours alignées sur le sol. J'ai descendu une boîte du haut de l'étagère. De vieilles photos, pensais-je. Peut-être que je les regarderais une dernière fois avant qu'elles partent à la déchetterie avec tout ce que je ne pouvais pas mettre dans une valise. Mais quand j'ai ouvert la boîte, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un petit coffret en bois, de la taille d'une boîte à chaussures, avec une petite serrure dessus. Et scotché sur le dessus, une enveloppe avec mon nom dans l'écriture de Françoise. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Henri. Si tu lis ceci, je ne suis plus là. Et si tu lis ceci, Julien a montré son vrai visage. Je savais, mon chéri, je savais ce qu'il était en train de devenir. Je l'ai vu il y a des années, mais je ne voulais pas y croire. Je voulais penser que c'était de l'ambition, pas de l'avidité. Je voulais penser qu'il se souviendrait de ses valeurs quand ça compterait. Mais je me suis préparé à la possibilité qu'il ne le fasse pas. Dans ce coffret se trouve une clé. Elle ouvre un coffre-fort à la Société Générale du Centre-Ville, coffre numéro 1847. Tu dois y aller dès que possible. Tu dois y aller seul. Ne dis rien à Julien. Ce qui se trouve dans ce coffre va tout changer. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de ça de mon vivant. J'avais peur de me tromper sur notre fils. Je voulais me tromper. Je priais pour me tromper. Mais si tu lis ceci, ça veut dire que je ne me trompais pas. La clé du coffret est cachée dans ma boîte à bijoux, dans la doublure du tiroir du bas. Tu devras couper le tissu. Je t'aime, Henri. Je t'ai aimé du premier jour où nous nous sommes rencontrés jusqu'à mon dernier souffle. Et même maintenant, j'essaie de te protéger. Ne laisse pas Julien te détruire. Va à la banque, aujourd'hui. Tout mon amour pour toujours. Françoise. J'ai lu la lettre 3 fois, mon cœur battant plus fort à chaque fois. Françoise savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait ce que Julien ferait. Je suis allé à sa boîte à bijoux avec des mains qui ne cessaient de trembler. J'ai trouvé le tiroir du bas. J'ai tâté le long de la doublure en velours jusqu'à ce que je trouve un endroit dur. J'ai utilisé des ciseaux pour couper soigneusement le tissu. Une petite clé en laiton est tombée dans ma paume. Je n'ai pas attendu le matin. À 5 heures du matin, j'ai appelé un taxi. Je n'étais pas sûr que la banque serait même ouverte. Mais je devais essayer. Je ne pouvais pas passer 1 heure de plus dans cette maison sans savoir. Le chauffeur de taxi, un jeune gars nommé Karim, m'a regardé avec inquiétude. « Ça va, papy ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. »
Peut-être que c'est le cas, ai-je dit doucement. La Société Générale ouvrait à 8h30. J'ai attendu dehors sur un banc, serrant la lettre de Françoise, le coffret en bois et la petite clé en laiton. D'autres personnes passaient en allant au travail. Des jeunes, des gens occupés, des gens avec des avenirs, des objectifs et des vies qui n'étaient pas démolies par leurs propres enfants. Je devais ressembler exactement à ce que j'étais. Un vieil homme brisé s'accrochant au dernier morceau de sa vie. À 8h25, un agent de sécurité a déverrouillé les portes. « Nous ne sommes pas encore ouverts, monsieur », a-t-il dit. « S'il vous plaît, » ai-je dit, « j'ai besoin d'accéder à un coffre-fort. Ma femme, elle est morte. Elle m'a laissé des instructions. Je n'ai nulle part où aller. » Quelque chose dans ma voix a dû l'atteindre parce qu'il m'a laissé entrer. « Attendez, ici. Je vais chercher un responsable. » 10 minutes plus tard, une femme est apparue. La cinquantaine, professionnelle, des yeux bienveillants. Son badge indiquait Sophie Moreau, directrice adjointe. Monsieur Dubois, Henri Dubois. Ma femme Françoise, elle avait un coffre-fort ici, numéro 1847. Elle est décédée il y a 8 mois. Elle m'a laissé cette clé et une lettre disant que je devais venir ici. Je lui ai tendu la lettre d'une main tremblante. Sophie l'a lue lentement. Son expression est passée de la courtoisie professionnelle à autre chose. Compréhension, préoccupation, colère en mon nom. « Monsieur Dubois, avez-vous une pièce d'identité » Je lui ai montré ma carte d'identité. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur. Attendu. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. « Monsieur Dubois, il faut que vous veniez avec moi, tout de suite. » Elle m'a conduit à travers la banque, au-delà de l'espace client habituel, à travers une porte lourde, le long d'un couloir, jusqu'à une salle de coffres tapissée de coffres forts. Le coffre 1847 était dans le coin. Grand, l'un des plus grands coffres que j'avais vus. « Monsieur Dubois, je dois vous dire quelque chose avant d'ouvrir ceci. » La voix de Sophie était sérieuse. « Votre femme a mis ça en place il y a 12 ans. Elle a donné des instructions très précises. Seul vous pouviez y accéder, seulement avec cette clé spécifique. Et elle m'a laissé un message personnel. » Un message ? Sophie a sorti une enveloppe scellée d'un tiroir. Elle avait son nom dessus dans l'écriture de Françoise. Elle l'a ouverte et l'a lue en silence. Puis elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Votre femme a écrit : « Sophie, si Henri vient vous voir avec cette clé, cela signifie que notre fils l'a trahi. S'il vous plaît, soyez gentille. S'il vous plaît, aidez-le à comprendre. Et s'il vous plaît, assurez-vous qu'il sache que je l'ai assez aimé pour le protéger, même après ma mort. » Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas respirer. Sophie a serré mon épaule doucement. « Voyons ce qu'elle vous a laissé. » Elle a utilisé la clé maîtresse de la banque. J'ai utilisé la clé de Françoise. Le coffre a cliqué. Sophie a sorti le long conteneur métallique et l'a posé sur une table privée dans une petite pièce. « Je vais vous laisser en privé, » a-t-elle dit. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il y a de l'eau et des mouchoirs sur la table. Quand vous serez prêt, appuyez sur ce bouton et je reviendrai. » Elle est partie, fermant doucement la porte. Je suis resté là pendant 1 minute entière, ayant peur d'ouvrir le coffre. Finalement, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait un épais dossier accordéon gonflé de documents. Sur le dessus se trouvait une autre lettre de Françoise et une clé USB scotchée à un morceau de papier qui disait « Regarde ceci en premier ». Sous le dossier se trouvaient des piles de papier attachées avec des élastiques. Relevé bancaire, documents juridiques, photographies. Et tout au fond, un petit carnet dans l'écriture de Françoise avec un titre qui m'a glacé le sang. Preuve contre Julien, au cas où il essayerait de détruire Henri. Mes mains tremblaient, tellement que je pouvais à peine ouvrir l'ordinateur portable que Sophie avait laissé sur la table. J'ai branché la clé USB. Le visage de Françoise est apparu à l'écran. Elle était assise dans notre chambre, mais ce n'était pas récent. Ses cheveux étaient plus longs, elle avait l'air en meilleure santé. Cela avait été enregistré peut-être 2 ans avant sa mort. « Salut mon chéri.
Juste entendre sa voix a brisé quelque chose en moi. Si tu regardes ceci, alors j'avais raison. Et mon Dieu, Henri, j'aurais aimé me tromper. Elle a pris une respiration tremblante. Je dois te parler de notre fils, de qui Julien est vraiment, de ce que j'ai découvert et que je ne pouvais pas supporter de te dire de mon vivant. Elle a sorti des papiers. Il y a 3 ans, Julien est venu me voir. Il a dit qu'il avait des problèmes financiers. Il avait fait de mauvais investissements. Lui et Céline vivaient au-dessus de leurs moyens. Il m'a demandé 50 000 euros. Les yeux de Françoise se sont remplis de larmes. J'ai dit non. Non pas parce que je ne voulais pas l'aider, mais parce que je savais que ça ne ferait que l'encourager. Je lui ai dit qu'il devait réparer ses propres erreurs. Elle s'est essuyé les yeux. C'est à ce moment-là que tout a changé, Henri. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qui notre fils était devenu. Elle a brandi un document. 2 semaines après que je l'ai refusé, j'ai reçu un appel d'un notaire spécialisé en succession. Quelqu'un s'était renseigné sur notre patrimoine, sur notre maison, sur ma retraite, sur ce qui se passerait si tu étais déclaré inapte. Mon estomac s'est serré. Le notaire a trouvé ça assez étrange pour m'appeler. Il a dit que celui qui posait ces questions semblait très intéressé par les scénarios où un enfant pourrait avoir besoin de prendre le contrôle des affaires d'un parent. Le visage de Françoise s'est durci d'une manière que j'avais rarement vue. Alors, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelle Thomas Leroux, ancien de la police judiciaire. Je l'ai payé 12 000 euros avec ma retraite d'enseignante, dont tu ne savais rien. Et Henri, ce qu'il a trouvé. Elle ne pouvait pas continuer pendant un moment. Julien prévoit ça depuis 3 ans. Prévoir de tout nous prendre. Prévoir de te faire déclarer inapte. Prévoir de te mettre dans un établissement. Prévoir de vendre notre maison. Tout calculé. Tout méthodique. Elle a montré page après page à la caméra. Il a fait des recherches sur les lois de protection des personnes âgées, les exigences en matière de tutelle, comment obtenir une procuration, comment liquider des biens. Il a même, sa voix s'est brisée, il a même recherché l'espérance de vie moyenne des hommes de ton âge. Je me sentais malade. Mais voilà ce que Julien ne sait pas. Voilà ce que j'ai fait pour te protéger. Françoise s'est penchée plus près de la caméra. Tu te souviens, il y a 20 ans, quand mon père est mort et m'a laissé cet héritage, 35 000 euros, nous avons remboursé le crédit immobilier avec? J'ai hoché la tête vers l'écran, me souvenant. J'ai menti, mon chéri. Papa n'a pas laissé 35 000 euros. Il a laissé 2,1 millions d'euros. La pièce a tourné. Papa était un investisseur discret. Il a acheté des actions technologiques dans les années 70 et 80. Apple, Microsoft, IBM. Il n'en a jamais dépensé. Il les a juste laissés croître. Et quand il est mort, tout m'est revenu. Françoise a sorti plus de documents. J'ai mis 35 000 euros pour le crédit immobilier pour que tu ne poses pas de questions. Mais le reste, je l'ai investi très très soigneusement pendant les 20 dernières années. Je l'ai fait croître, Henri. Je l'ai transformé en quelque chose qui te protégerait quand je ne serai plus là. Elle a ouvert un relevé bancaire devant la caméra. J'ai dû le lire 3 fois pour croire ce que je voyais. Solde du compte, 9 847 293,16 euros. Près de 10 millions d'euros. Tout est à toi, a dit Françoise doucement. Seulement à toi. Julien ne peut pas y toucher. Aucune procuration ne fonctionne sur ce compte. Aucune ordonnance du tribunal. Rien. Je l'ai mis en place avec des protections qui rendraient le Fort Knox jaloux. Elle a souri à travers ses larmes. Tu n'es pas impuissant, Henri. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas à la merci de Julien. Tu es multimillionnaire et notre fils n'en a aucune idée. Elle a fait une pause. Mais mon chéri, je dois te faire promettre quelque chose. Ne laisse pas cet argent te changer. Ne le laisse pas te rendre amer. Utilise-le pour te protéger, oui. Utilise-le pour vivre confortablement, absolument. Mais plus que ça, elle a pressé sa main contre l'écran. Utilise-le pour t'assurer qu'aucun autre père ne traverse ce que tu traverses.
Utilise-le pour lutter contre les enfants qui voient leurs parents comme des inconvénients. Utilise-le pour montrer au monde que la vieillesse ne signifie pas impuissance. Sa voix est devenue féroce. Tu es Henri Dubois. Tu es l'homme qui a travaillé dans une usine pendant 40 ans sans se plaindre. L'homme qui m'a aimé à travers la chimio, la perte de cheveux et la maladie. L'homme qui a élevé un fils, même si ce fils ne te méritait pas. Tu n'es pas un poids mort, tu n'es pas un fardeau, tu es un guerrier. Elle s'est penchée encore plus près. Maintenant, va montrer à notre fils à quoi ressemble un vrai guerrier. L'écran est devenu noir. Je suis resté dans cette pièce pendant 2 heures. J'ai pleuré, j'ai ragé, j'ai ri hystériquement. J'ai ressenti le chagrin, l'amour, la trahison et l'espoir se brisant à travers moi par vagues. 10 millions d'euros. Françoise m'avait secrètement protégé pendant 20 ans, et Julien n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Finalement, j'ai appuyé sur le bouton. Sophie est revenue immédiatement, comme si elle avait attendu juste devant. « Monsieur Dubois, ça va ?» Je l'ai regardé, et pour la première fois en 8 mois, j'ai souri. Vraiment souri. « Sophie, j'ai besoin d'un très bon avocat, le meilleur. Quelqu'un qui se spécialise dans la maltraitance des personnes âgées et le droit successoral. » Elle a souri en retour. Je sais exactement qui appeler. Je dois m'arrêter ici un moment parce que ce qui se passe ensuite est important, vraiment important. Si vous regardez ceci et que vous pensez à vos propres parents, à les protéger, à vous assurer qu'ils ne sont jamais impuissants, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à les conseils de Papy maintenant. Cliquez sur ce bouton « J'aime » et commentez en nous disant de quelle ville vous nous regardez et dites-moi, pensez-vous qu'Henri devrait parler de l'argent à Julien? Ou devrait-il le garder secret et simplement se battre? Je veux entendre vos pensées. Maintenant, continuons, parce que l'avocat que Sophie a appelé a tout changé. Il s'appelait Maître David Benaïm. Il est arrivé à la Société Générale 3 heures après l'appel de Sophie, même si c'était son jour de congé. 50 ans, costume élégant, regard encore plus aiguisé, et une réputation de destruction des abuseurs de personnes âgées au tribunal. Sophie nous avait installés dans une salle de conférence privée. Maître Benaïm m'a serré la main fermement. « Monsieur Dubois, Sophie m'a donné les grandes lignes. Votre fils essaie de vous expulser de votre maison et de vous mettre dans un établissement. C'est exact? » « C'est exact. Il m'a donné jusqu'à vendredi. 3 jours. » David a sorti un bloc-notes juridique. « Racontez-moi tout. Commencez par le début. N'omettez rien. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la mort de Françoise, la promotion de Julien, l'expulsion, la lettre, la clé, les 10 millions d'euros que Françoise avait cachés, le carnet plein de preuves que Françoise avait compilé. David a écouté sans interrompre, prenant des notes. Parfois sa mâchoire se crispait, mais il restait professionnel. Quand j'ai terminé, il s'est adossé. « Monsieur Dubois, je vais être direct avec vous. Ce que votre fils fait s'appelle de l'abus financier envers les personnes âgées. C'est un délit dans ce pays. Sur la base de ce que vous m'avez dit, nous avons des motifs pour porter plainte au pénal. » « Porter plainte au pénal? Contre mon propre fils? » « Oui, mais d'abord laissez-moi vous poser une question. Quel résultat voulez-vous? » J'ai réfléchi. « Je veux récupérer ma maison. Je veux que Julien comprenne ce qu'il a fait de mal. Je veux... » J'ai fait une pause. « Je veux qu'il soit le fils que Françoise et moi avons élevé. Pas qui qu'il soit devenu. » David a hoché lentement la tête. « Monsieur Dubois, je fais ça depuis 20 ans. J'ai vu des centaines de cas comme le vôtre, et je dois vous dire quelque chose de difficile. » « Quoi? » « Les gens comme Julien changent rarement. Ils peuvent s'excuser. Ils peuvent pleurer. Ils peuvent promettre d'être meilleurs, mais fondamentalement, ils voient leurs parents comme des actifs, pas comme des personnes, et ce genre de pensée ne disparaît pas simplement. Les mots faisaient mal, mais je savais qu'ils étaient vrais. Alors que dois-je faire? Nous vous protégeons d'abord. Ensuite, nous nous occupons de Julien. David a sorti son téléphone et a passé plusieurs appels en succession rapide.
En 1 heure, il avait organisé 1. Un expert comptable judiciaire pour analyser les documents laissés par Françoise II, un notaire pour examiner les papiers de transfert de propriété. 3. Un médecin pour évaluer ma fonction cognitive et prouver que je n'étais pas inapte. 4. Une ordonnance de protection empêchant Julien d'entrer dans ma maison, même si légalement elle était à son nom. Cette dernière est temporaire, a expliqué David. Mais ça nous donne du temps. Julien ne peut pas vous expulser ou vendre la maison tant qu'il y a une contestation juridique en cours. Mais combien de temps ça va prendre? Ça dépend de la force avec laquelle il se bat. Mais monsieur Dubois, je suis très bon dans ce que je fais, et votre femme nous a laissé une mine d'or de preuves. Il m'a montré le carnet de Françoise. Page après page de conversations documentées avec Julien. Des appels téléphoniques enregistrés où il discutait de ses plans. Des emails entre lui et Céline sur la gestion du patrimoine du vieux. Des captures d'écran de ses recherches sur les établissements pour personnes âgées et les lois sur la tutelle. Votre femme était méticuleuse, a dit David avec admiration. Ce sont des preuves de qualité judiciaire. Elle était professeure, ai-je dit doucement. Elle disait toujours que la documentation était primordiale. David a souri. C'était une femme intelligente. Maintenant, faisons en sorte que son travail n'ait pas été vain. Cet après-midi-là, David a déposé une requête d'urgence au tribunal. La requête alléguait 1. Abus financier envers une personne âgée. 2. Fraude dans l'obtention du transfert de propriété. 3. Tentative d'exploitation d'un adulte vulnérable. 4. Demande d'injonction immédiate empêchant la vente ou le transfert de la propriété située au 23 rue des Acacias, ma maison. Le juge a accordé l'injonction en quelques heures. À 17 heures, un huissier a remis des papiers à Julien à son bureau. Je le sais parce que David avait quelqu'un qui surveillait. Il a dit que le visage de Julien est devenu extrêmement pâle quand il a lu les documents. À 17h47, mon téléphone a sonné. Julien. J'ai failli ne pas répondre. Mais David m'avait dit « Laissez-le parler, enregistrez tout, il va s'incriminer lui-même ». Je l'ai mis sur haut-parleur. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur l'appareil que David m'avait donné. « Papa, c'est quoi ce bordel que tu as fait ?»« Bonjour Julien. » « Ne me fais pas ton bonjour Julien, je viens de recevoir une assignation. Tu me poursuis en justice, ton propre fils. Tu m'expulsais, ton propre père. C'est différent, je t'aidais. M'aider en me jetant dehors avec une valise, m'aider en vendant ma maison. C'est ma maison, tu l'as signée. Tu m'as dit que ces papiers étaient pour les frais médicaux de ta mère. Silence. Il savait que je l'avais coincé. « Papa, écoute, c'est un malentendu. On peut l'arranger ça. Retire les avocats. » « Non. »« Quoi ?» ?»« J'ai dit non, Julien. Je ne retire rien. En fait, demain matin, je dépose une plainte pénale pour maltraitance envers personne âgée. Le procureur est très intéressé par ton cas. »« Tu ne ferais pas ça. » Mais sa voix tremblait. « Tu m'as donné 3 jours pour emballer une valise et quitter la maison où ta mère est morte. » Tu m'as dit que j'étais un poids mort. Tu as dit que tu avais honte de la vie que nous t'avions donnée. Alors oui, Julien, je le ferai. Papa, s'il te plaît, je suis désolé. J'étais stressé par la promotion. Je ne réfléchissais pas. Tu prévois ça depuis 3 ans. J'ai des preuves, des emails, des enregistrements, des recherches. Ta mère a tout documenté. Silence de mort. Puis, à peine un murmure, « Maman savait ?» Ta mère savait que tu prévoyais de me détruire. Alors, elle a passé les dernières années de sa vie à me protéger de toi. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Mais je ne ressentais plus de sympathie. Je ne ressentais rien. Les avocats seront en contact, ai-je dit. Ne me contacte plus. J'ai raccroché. David m'a regardé avec approbation. Parfait. Il vient d'admettre sur bande qu'il vous a trompé sur le transfert de propriété. C'est de la fraude. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on part en guerre.
Avant de continuer sur ce qui se passe ensuite, je veux vous demander quelque chose. Certains d'entre vous qui regardent ceci pensent qu'Henri est trop dur. Certains d'entre vous pensent qu'il ne l'est pas assez. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Un père devrait-il faire preuve de clémence envers un fils qu'il a trahi? Ou devrait-il se battre avec tout ce qu'il a? Mettez le nom de votre ville et votre opinion ci-dessous. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à les conseils de Papy, parce que ce qui vient ensuite va vous choquer. Le lendemain matin, Julien s'est présenté à la maison. Je m'y attendais, David aussi. C'est pourquoi il avait posté un agent de sécurité privé dehors. Un homme nommé Marc, ancien policier que Julien devrait affronter pour arriver jusqu'à moi. J'ai regardé par la fenêtre alors que la Tesla de Julien se garait. Il en est sorti l'air défait, pas de costume. Un jean et une chemise froissée, comme s'il n'avait pas dormi. Marc s'est avancé. « Monsieur, il y a une ordonnance de protection. Vous ne pouvez pas être ici. C'est la maison de mon père. Je dois lui parler. » Monsieur, reculez. Julien a essayé de le dépasser. Marc, professionnel et calme, l'a simplement bloqué. « Monsieur, si vous ne partez pas, j'appelle la police. » C'est à ce moment-là que Julien m'a vu à la fenêtre. « Papa, s'il te plaît, on doit parler. » J'ai ouvert légèrement la fenêtre. « Les avocats s'occuperont de tout, Julien. Papa, s'il te plaît, je suis désolé, j'ai fait une erreur. J'avais tort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu m'as appelé poids mort. Je ne le pensais pas, j'étais stressé. Tu prévois ça depuis 3 ans. » Son visage s'est effondré. « Comment tu savais ? » Ta mère savait. Elle a engagé des détectives. Elle a tout documenté, chaque email, chaque recherche, chaque conversation avec Céline sur la liquidation de mon patrimoine. Julien est tombé à genoux sur la pelouse, littéralement tombé à genoux. « Papa, s'il te plaît, je vais tout perdre, mon travail, ma réputation. Céline m'a déjà quitté. Elle a demandé le divorce hier soir. Mes patrons ont découvert l'enquête. Ils m'ont mis en congé administratif. Tout s'effondre. » Bien, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Tu étais prêt à me détruire, ai-je dit doucement. Pourquoi devrais-je te sauver? Parce que je suis ton fils. Vraiment? Parce que mon fils est mort le jour où tu m'as regardé et où tu as vu des euros au lieu d'un père. J'ai fermé la fenêtre. Derrière la vitre, j'ai regardé mon fils s'agenouiller sur la pelouse et sangloter. Marc a finalement réussi à le convaincre de partir. Je me suis assis dans mon salon, tremblant. Une partie de moi voulait courir là-bas, le réconforter, arranger les choses comme j'avais arrangé ses problèmes toute sa vie. Mais la voix de Françoise résonnait dans ma tête. « Ne le laisse pas te détruire. » Le processus juridique a avancé vite parce que les preuves étaient si accablantes. L'expert comptable judiciaire a découvert que Julien avait déjà contracté des prêts sur sa maison, ma maison, sans me le dire. 180 000 € de prêts. Le notaire a découvert que les papiers de transfert de propriété que j'avais signés contenaient un langage dont on ne m'avait jamais parlé. Je pensais signer une procuration médicale. Le transfert était enfoui à la page 7 d'un document de 9 pages en petits caractères. Le médecin qui m'a évalué a publié un rapport cinglant. Henri Dubois ne montre aucun signe de trouble cognitif. Il est pleinement capable de gérer ses propres affaires. Toute suggestion contraire semble être une fabrication pour gain financier. David a déposé des accusations pénales. Le procureur, une femme nommée Maître Lisa Chen, qui se spécialisait dans la maltraitance des personnes âgées, a jeté un coup d'œil aux preuves et a accéléré le processus. Julien a été arrêté 3 semaines plus tard. Je n'étais pas là. Je ne voulais pas y être. Mais David me l'a raconté. Il a pleuré tout le temps, a demandé si vous paieriez sa caution. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que vous n'aviez aucun commentaire. Julien a passé une nuit en prison avant que la famille de Céline ne paie sa caution. Mais les dégâts étaient faits. Sa photo d'arrestation est apparue dans les actualités locales. Le titre « Cadre supérieur arrêté pour maltraitance envers son propre père ». Son entreprise l'a licencié le lendemain. Le procès civil a duré 6 mois. Pendant ce temps, plusieurs choses se sont produites. 1. Le transfert de maison a été déclaré frauduleux.
Le juge a dit « Monsieur Julien Dubois a délibérément déformé des documents à son père âgé, exploitant son chagrin et sa confiance. Et ce tribunal déclare le transfert nul et non avenu. La propriété située au 23 rue des Acacias est par la présente rendue à Henri Dubois. » 2. Julien a été condamné à payer des dommages et intérêts. Pour les prêts frauduleux qu'il avait contractés, 180 000 euros. Pour détresse émotionnelle, 90 000 euros. Pour les frais juridiques, 65 000 euros. Total, 135 000 euros que Julien n'avait pas. 3. Le procès pénal a été programmé. Julien faisait face à 3 chefs d'accusation d'abus financiers envers personnes âgées et un chef de fraude. Peine maximale, 8 ans. Son avocat a essayé de négocier, a offert un accord de plaider coupable. Julien plaiderait coupable à un chef d'accusation, paierait tous les dommages et accepterait l'approbation plus le service communautaire. David m'a regardé. C'est votre décision. On l'accepte ou on va au procès? J'ai réfléchi longtemps. Qu'est-ce que l'accord comprend? Plaidoyer de culpabilité à un chef d'abus financier envers personne âgée. 5 ans de probation. 2000 heures de service communautaire dans un établissement pour personnes âgées. Il doit payer la totalité des dommages dans les 2 ans. Et il doit faire des excuses publiques. Publiques? Il doit admettre ce qu'il a fait dans une déclaration au tribunal qui devient publique. J'ai regardé la photo de Françoise sur le manteau. Acceptez l'accord, ai-je dit, mais je veux être là quand il fait la déclaration. Le jour où Julien a fait ses excuses publiques était 6 mois, jour pour jour, après qu'il ait essayé de m'expulser. La salle d'audience était bondée. Les actualités locales étaient là. D'autres défenseurs des personnes âgées que David avait invités. Et moi, assis au premier rang. Julien se tenait devant le juge. Il avait perdu du poids, avait l'air plus vieux, vaincu. Le juge a parlé en premier. « Monsieur Dubois, vous avez accepté de plaider coupable à un chef d'abus financier envers personne âgée. Avant d'accepter ce plaidoyer, je vous oblige à faire une déclaration expliquant ce que vous avez fait et pourquoi. Ce n'est pas optionnel. Si vous refusez, nous allons au procès. » Julien a hoché la tête. Il a sorti un papier d'une main tremblante. Sa voix s'est brisée. Je suis Julien Dubois. Je plaide coupable d'avoir abusé financièrement de mon père Henri Dubois. Il a fait une pause, se ressaisissant. Il y a 3 ans, j'ai fait une série d'erreurs financières. J'ai acheté une maison que je ne pouvais pas me permettre. J'ai loué des voitures que je ne pouvais pas me permettre. J'ai vécu un style de vie bâti sur l'endettement et l'ego. Sa voix est devenue plus silencieuse. Quand ma mère est tombée malade, j'ai vu une opportunité. Pas pour aider mes parents, mais pour résoudre mes problèmes. J'ai fait des recherches sur comment prendre le contrôle du patrimoine de mon père. Je l'ai manipulé pour qu'il signe des papiers qu'il ne comprenait pas. J'avais prévu de le faire déclarer inapte. J'allais vendre sa maison, le mettre dans un établissement bon marché et utiliser son argent pour payer mes dettes. Quelqu'un dans la galerie a laissé échapper un soupir. Après la mort de ma mère, j'ai accéléré mon plan. J'ai utilisé le chagrin de mon père comme une arme. Je lui ai dit qu'il était inapte. Je lui ai dit qu'il était un fardeau. Je lui ai donné 3 jours pour emballer une valise et quitter la maison où ma mère est morte. La voix de Julien s'est complètement brisée. J'ai appelé mon père un poids mort. Je lui ai dit que j'avais honte de la vie que lui et ma mère m'avaient donnée. Je lui ai dit qu'il était une honte. Les larmes coulaient sur son visage. Mon père a travaillé dans une usine pendant 40 ans pour me donner des opportunités qu'il n'a jamais eues. Ma mère était professeure, qui restait éveillée tard pour m'aider avec mes devoirs. Ils ont tout sacrifié pour moi. Ils m'ont aimé inconditionnellement. Il m'a regardé directement pour la première fois. Et je les ai remboursés en essayant de détruire mon père quand il était à son plus vulnérable. La salle d'audience était silencieuse, sauf pour ses pleurs. Ce que j'ai fait était mauvais. C'était calculé. C'était cruel. Et ma mère savait. Avant de mourir, elle savait ce que je planifiais. Et elle a passé ces derniers mois à protéger mon père de moi. Il s'est essuyé le visage.
Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que mon père sache, je veux que tout le monde sache. Henri Dubois est un homme bon, un meilleur homme que je ne serai jamais. Et si quelqu'un voit ceci et pense à faire ce que j'ai fait à ses propres parents, s'il vous plaît, ne le faites pas. La culpabilité vous détruira, et vous le mériterez. Il s'est assis, sanglotant. Le juge l'a regardé avec dégoût. Monsieur Dubois, j'ai vu beaucoup de criminels dans ma salle d'audience, des voleurs, des fraudeurs, des délinquants violents. Mais ce que vous avez fait à votre père est parmi les choses les plus méprisables que j'ai rencontrées. Elle a mélangé des papiers. La seule raison pour laquelle j'accepte ce plaidoyer au lieu de vous envoyer en prison est parce que votre père me l'a demandé. Il a dit, et je cite, « Je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait et peut-être, un jour, devienne meilleur. » Elle s'est penchée en avant. « Vous avez 5 ans pour prouver que vous pouvez devenir meilleur. 5 ans de probation, 2000 heures au service des personnes âgées que vous avez victimisées par procuration. Et 2 ans pour rembourser chaque euro que vous avez volé à votre père. » Elle a frappé son marteau. Plaidoyer accepté. L'audience est levée. Je n'ai pas parlé à Julien ce jour-là, ni la semaine suivante, ni le mois suivant. Mais j'ai commencé à recevoir des lettres. La première est arrivée 2 semaines après la condamnation. « Papa, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Mais j'ai besoin de l'écrire quand même. Je travaille à la résidence du Soleil Levant dans le cadre de mon service communautaire. Il y a un homme ici qui s'appelle Robert. Il a 76 ans. Sa fille l'a mis ici il y a 3 ans et n'est jamais revenue. Il attend près de la fenêtre chaque jour, espérant qu'elle viendra. Aujourd'hui, je me suis assis avec lui. Nous avons joué aux échecs. Il m'a parlé de sa vie, sa femme qui est morte, ses petits-enfants qu'il ne voit jamais, sa fille qu'il a oubliée. Et tout ce à quoi je pouvais penser était « j'allais te faire ça, j'allais faire de toi, Robert ». Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. Je ne sais pas si je pourrai jamais le réparer. Mais j'essaie de comprendre. J'essaie de voir ce que je refusais de voir avant. Je suis désolé ne suffit pas. Je le sais, mais je le suis. Je suis tellement, tellement désolé. Julien. Je n'ai pas répondu. La deuxième lettre est arrivée 1 mois plus tard. Papa, il y a une femme ici qui s'appelle Simone. Elle a la maladie d'Alzheimer. Elle ne se souvient pas de qui je suis d'un jour à l'autre. Mais chaque jour, je lui lis. Et chaque jour, pendant ces 20 minutes pendant lesquelles je lis, elle sourit. Maman me lisait quand j'étais petit. Tu te souviens? Elle faisait toutes les voix, me faisait rire. Je me souviens de me sentir aimé. J'ai pris ça pour acquis. J'ai tout pris pour acquis. Je commence à comprendre ce que j'ai détruit. Pas seulement notre relation, mais qui j'étais. Qui j'aurais pu être? Je ne sais pas si je pourrai jamais être cette personne. Mais j'essaie. Julien, les lettres ont continué, 1 fois par mois, comme une horloge. Je les ai toutes lues, mais je n'ai pas répondu. 1, 2, je veux faire une pause ici et vous demander quelque chose. Beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, débattent si Henri devrait pardonner à Julien. Si les gens peuvent vraiment changer. Si un fils qui fait quelque chose d'aussi terrible mérite une seconde chance. Continuez ces commentaires. Dites-moi de quelle ville vous venez et ce que vous pensez. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Laissez un j'aime, parce que ce que je vais vous dire ensuite pourrait changer votre opinion. 1 an après la condamnation, j'ai fait quelque chose à quoi je pensais depuis des mois. Je suis allé à la résidence du Soleil Levant. J'ai dit à la directrice, une femme gentille nommée Patricia qui j'étais. Elle a su immédiatement. « Monsieur Dubois, votre fils travaille ici 3 jours par semaine. Il est... » Elle a fait une pause. « Il est en fait très bon avec les résidents. » Puis-je observer, sans qu'il sache que je suis là? Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Suivez-moi. » Elle m'a conduit à une zone d'observation où les familles pouvaient regarder les activités à travers une vitre sans teint. Dans la salle commune, j'ai vu Julien. Il était assis avec un homme âgé, Robert, probablement d'après les lettres. Il jouait effectivement aux échecs, mais ce qui m'a frappé, c'était le comportement de Julien. Il était patient,
D'où, quand Robert oubliait à qui était le tour, Julien ne s'énervait pas, il lui rappelait juste gentiment, faisait une blague, faisait sourire Robert. Après les échecs, Julien a aidé à servir le déjeuner. Je l'ai regardé s'asseoir avec les résidents qui mangeaient seuls, écoutait leurs histoires, les traitait avec dignité. Puis il s'est assis avec Simone, a sorti un livre, a commencé à lire, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Mon fils être gentil. Pas gentil pour la performance, pas gentil stratégiquement, juste gentil. Patricia se tenait à côté de moi. Il est ici à chaque occasion, au-delà de ses heures requises. Il fait du bénévolat les week-ends. Les résidents l'adorent. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi continue-t-il à venir? Je lui ai posé cette question une fois, a-t-elle dit. Il m'a dit, parce que chaque personne ici est le père ou la mère de quelqu'un, et je dois m'en souvenir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai observé pendant 1 heure de plus, puis je suis parti, sans que Julien sache que j'étais venu. Cette nuit-là, pour la première fois en 1 an, j'ai répondu, « Julien, j'ai lu tes lettres, toutes. Je suis venu à la résidence aujourd'hui, je t'ai vu avec les résidents, je t'ai vu être l'homme que je pensais avoir élevé. Je ne sais pas si nous pourrons jamais réparer ce qui s'est brisé entre nous. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire confiance à nouveau. La blessure est trop profonde. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ta mère serait fière de ce que tu fais maintenant. Pas fière de comment nous en sommes arrivés là, mais fière que tu essaies. Je ne suis pas prêt à te voir. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je voulais que tu saches que je te vois essayer. Et ça compte. Papa. 2 ans après la condamnation, quelque chose s'est passé qui a tout changé. J'étais à la maison quand j'ai reçu un appel de Patricia à la résidence. Monsieur Dubois, il y a eu un incident, votre fils va bien, mais je pensais que vous devriez savoir. Que s'est-il passé? Il y a eu un incendie dans l'aile ouest. Petit feu électrique. Tout le monde est sorti en sécurité, mais votre fils est retourné à l'intérieur. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi? Simone. Elle était confuse, ne comprenait pas les alarmes. Il est retourné la chercher, l'a portée dehors lui-même. Il est blessé? Inhalation de fumée, brûlure mineure aux mains. Il est à l'hôpital Georges Pompidou, chambre 304. J'ai raccroché. Pendant 10 minutes, je suis resté là paralysé. Puis j'ai pris mes clés et je suis allé à l'hôpital. Julien était dans un lit d'hôpital, masque à oxygène, bandage sur les mains. Quand il m'a vu franchir la porte, ses yeux se sont écarquillés. « Papa ?» J'ai tiré une chaise, me suis assis. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. « Patricia a appelé », ai-je finalement dit. « Je vais bien, juste de la fumée. Les brûlures sont mineures. Tu es retourné dans un bâtiment en feu. De Simone était encore à l'intérieur. Elle est confuse. Je ne pouvais pas. Il s'est arrêté. Je ne pouvais pas la laisser. » Nous sommes restés assis en silence. Puis Julien a dit doucement, « J'en rêve parfois, de te laisser à la résidence du bel âge, de toi ayant peur et seul et confus, de toi m'appelant et moi ne venant pas. » Sa voix s'est brisée. « Chaque fois que je vois Robert attendre près de la fenêtre, je te vois. Chaque fois que Simone est confuse, je te vois. Chaque personne à la résidence, c'est toi, papa. Et je ne peux pas leur faire défaut comme je t'ai fait défaut. » Plus de silence. Finalement, j'ai parlé. « Ce que tu m'as fait était impardonnable. » Il a hoché la tête, les larmes coulant. « Je sais. Mais ce que tu fais maintenant, essayer d'être meilleur, ça compte. » Il m'a regardé avec espoir et peur. « Je ne dis pas que nous allons bien, » ai-je continué. « Je ne dis pas que je te fais confiance. Je ne dis même pas que nous aurons à nouveau une relation. » J'ai fait une pause. « Mais je dis que Françoise voudrait que je reconnaisse quand tu essaies. Et tu essaies. Tu essaies vraiment. Maman me manque, a-t-il murmuré. Elle me manque chaque jour. Et je déteste qu'elle soit morte en sachant ce que j'étais. Elle est aussi morte en s'assurant que tu ne pouvais pas me détruire. Elle m'a protégé parce qu'elle m'aimait. Peut-être qu'elle t'a aussi protégé, à sa manière. » « Comment »
Elle t'a donné une chance de faire face à ce que tu étais devenu, de choisir d'être meilleur. Tout le monde n'a pas cette chance. Je dois m'arrêter ici parce que c'est important. Certains d'entre vous sont en colère qu'Henri s'adoucisse envers Julien. Certains d'entre vous pensent qu'il fait la bonne chose. Les commentaires sont divisés, et j'adore ça. Ça signifie que vous réfléchissez profondément à cela. Continuez à commenter. Dites-moi votre ville. Dites-moi si vous pardonneriez ou non. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Cliquez sur J'aime, parce que la fin pourrait vous surprendre. Julien a terminé ses 2000 heures de service communautaire, puis il a continué à faire du bénévolat. Il a remboursé les 335 000 € de dommages. Ça lui a pris 3 ans. Il a travaillé dans le bâtiment, vivait dans un minuscule appartement, conduisait une Renault d'occasion, mettait chaque euro supplémentaire dans le remboursement. Quand le dernier paiement a été effectué, David m'a appelé. « Henri, c'est fait. Il a tout payé. Légalement, vous êtes entier. » Merci David. Qu'allez-vous faire maintenant? J'avais réfléchi à cette question pendant 3 ans. Je vais faire ce que Françoise voulait, ai-je dit. Je vais m'assurer qu'aucun autre père ne traverse ça. J'ai utilisé les 10 millions d'euros que Françoise m'avait laissés pour créer quelque chose. La Fondation Françoise Dubois pour la protection des personnes âgées. Elle fournit services juridiques gratuits pour les personnes âgées exploitées. Enquête sur les tutelles suspectes, éducation pour les seniors sur la protection de leur patrimoine. Groupe de soutien pour les survivants de maltraitance envers les personnes âgées. Une ligne d'assistance que n'importe qui peut appeler s'il soupçonne de la maltraitance. Au cours de la première année, nous avons aidé 127 familles. Julien a fait du bénévolat pour la Fondation. Il parlait lors d'événements, partageant son histoire, avertissant les autres de la facilité avec laquelle on peut rationaliser la maltraitance, de la rapidité avec laquelle l'ambition peut devenir cruauté. Nous n'étions pas père et fils, pas vraiment. Peut-être ne le serions-nous plus jamais. Mais nous étions 2 personnes travaillant vers le même objectif, s'assurer que la famille de personnes d'autres ne soit détruite comme la nôtre l'avait été. 5 ans après le jour où Julien a essayé de m'expulser, j'ai été invité à parler lors d'une conférence nationale sur la maltraitance des personnes âgées. La salle était pleine de défenseurs, d'avocats, de travailleurs sociaux et de survivants. Je me suis tenu au pupitre, regardant des centaines de visages. Je m'appelle Henri Dubois. Il y a 5 ans, mon fils a essayé de tout me voler, ma maison, ma dignité, mon autonomie. Il aurait réussi aussi, sauf pour une chose, ma femme Françoise. J'ai brandi une photo d'elle. Françoise est morte d'un cancer, mais avant de mourir, elle m'a protégé. Elle m'a laissé des preuves, elle m'a laissé des ressources. Elle m'a laissé 10 millions d'euros dont je ne savais rien. Mais plus important encore, elle m'a laissé un message. Ne le laisse pas te détruire. J'ai fait une pause. Je suis ici pour vous dire que la maltraitance des personnes âgées est une épidémie. Une personne âgée sur 10 en fait l'expérience. La plupart ne le signalent jamais. Beaucoup ne réalisent même pas que ça se passe, parce que c'est fait par des gens en qui ils ont confiance, des gens qu'ils aiment, des gens qu'ils ont élevés. Ma voix s'est renforcée. Mais nous n'avons pas à l'accepter. Nous pouvons nous battre. Nous pouvons nous protéger les uns les autres. Nous pouvons créer des systèmes qui attrapent la maltraitance avant qu'elle ne détruise des vies. J'ai regardé l'audience. Certains d'entre vous connaissent le nom de mon fils. Vous avez lu sur lui. Vous l'avez jugé, et à juste titre. Ce qu'il a fait était terrible. Mais voici ce qui est aussi vrai. Il a passé 5 ans à essayer de se racheter, à travailler avec les seniors, à éduquer les autres, à être meilleur. J'ai pris une respiration. Je ne vous dis pas cela pour excuser ce qu'il a fait. Je vous dis cela parce que le changement est possible. Pas facile, pas rapide, pas garanti, mais possible. J'ai brandi à nouveau la photo de Françoise. Ma femme croyait aux secondes chances, mais elle croyait aussi en la responsabilité. Elle m'a protégé pour que je sois en sécurité, mais elle a aussi laissé une trace pour que Julien puisse faire face aux conséquences. Les 2 choses étaient vraies. Les 2 choses comptaient.
J'ai regardé directement la caméra enregistrant le discours. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans la position de Julien, si vous avez blessé vos parents, les avez exploités, trahis, il n'est pas trop tard pour arrêter. Il n'est pas trop tard pour faire face à ce que vous avez fait. Il n'est pas trop tard pour passer le reste de votre vie à être meilleur. J'ai changé mon regard. Et si vous êtes dans ma position, si vos enfants vous ont trahi, si vous vous sentez impuissant et seul, vous ne l'êtes pas. Il y a des gens qui se battront pour vous, des ressources qui vous aideront, et vous méritez la dignité, peu importe ce que vos enfants disent. Ma voix s'est légèrement brisée. Vous n'êtes pas un poids mort. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes le parent de quelqu'un. Vous comptez, et nous nous battrons pour vous. La salle a explosé en applaudissements. Après le discours, Julien m'a approché dans le couloir. Nous n'avions pas prévu de nous rencontrer, mais il était là. Papa, c'était puissant. Merci. Nous sommes restés debout maladroitement. Papa, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Penses-tu que maman me pardonnerait? J'ai pensé à Françoise, sa protection féroce, sa planification détaillée, son amour qui a survécu même à la mort. Je pense que ta mère t'aimait assez pour me protéger de toi. Et je pense qu'elle m'aimait assez pour te donner une chance d'être meilleure. Les deux choses étaient vraies. Tu me pardonnes? J'ai regardé mon fils, cet étranger qui ressemblait à mon garçon, qui m'avait blessé plus profondément que quiconque ne l'avait jamais fait, qui essayait chaque jour d'être digne du pardon qu'il ne recevrait peut-être jamais. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Certains jours, je pense que oui. Certains jours, la blessure semble fraîche à nouveau. Certains jours, je te vois aider les autres et je suis fier. Certains jours, je me souviens de toi m'appelant un poids mort et je veux ne plus jamais te voir. J'ai fait une pause. Mais voici ce que je sais. Je te vois essayer. Et c'est plus que ce que je pensais voir un jour. Alors peut-être que le pardon n'est pas une décision. Peut-être que ce sont 1000 petites décisions prises sur des années, sur le fait de rester en colère ou d'avancer. J'attendrai, a dit Julien doucement. Peu importe combien de temps ça prend, je continuerai à essayer. C'est tout ce que quelqu'un peut faire. Mais aujourd'hui, j'ai 79 ans. Je vis toujours dans la maison au 23 rue des Acacias, la maison où Françoise est morte, la maison que Julien a essayé de voler, la maison qui est vraiment la mienne maintenant. La Fondation Françoise Dubois en est à sa 5e année. Nous avons aidé plus de 800 familles, empêché des millions d'exploitations financières, changé les lois dans 3 régions. Julien dirige la division éducation. Il parle dans les centres pour seniors, les entreprises, les familles. Raconte son histoire. Avertit les autres. Enseigne aux gens comment protéger leurs parents et comment se vérifier avant que l'ambition ne devienne maltraitance. Nous dînons ensemble une fois par mois. C'est encore maladroit parfois. La blessure n'a pas complètement guéri. Peut-être ne le sera-t-elle jamais. Mais nous construisons quelque chose de nouveau. Pas père et fils, pas exactement, mais 2 personnes qui partagent une histoire et une mission. La semaine dernière, nous avons visité la tombe de Françoise ensemble pour la première fois en 5 ans. Julien a apporté des fleurs, s'est agenouillé près de sa pierre tombale, lui a parlé comme si elle pouvait l'entendre. « Maman, je suis désolé de ne pas avoir été meilleur de ton vivant. J'essaie maintenant. J'espère que tu peux voir ça. J'espère que tu es fier. J'espère que papa t'a parlé de la fondation, des gens que nous aidons. J'espère. » Sa voix s'est brisée. « J'espère que tu sais que je comprends enfin ce que toi et papa avez essayé de m'enseigner. Que les gens comptent plus que les choses. Que la famille parle d'amour, pas de commodité. Qu'être une bonne personne est plus difficile et plus important qu'être une personne qui réussit. » Je me suis tenu en retrait, regardant. Quand il a terminé, je me suis avancé. J'ai posé ma main sur la pierre tombale de Françoise. « Salut mon amour, je suis toujours là. Je me bats toujours. J'utilise toujours ce que tu m'as laissé pour aider les autres. Tu avais raison sur tout. Raison de me protéger, raison de lui donner une chance, raison de croire que les 2 choses pouvaient être vraies. » J'ai regardé Julien.
Notre fils essaie d'être l'homme que tu as élevé. Il n'y est pas encore. Peut-être n'y sera-t-il jamais. Mais il essaie. Et je pense que ça compterait pour toi. Avant de partir, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, si elle vous a rappelé pourquoi les pères comptent, j'ai besoin de votre aide pour continuer à raconter ces histoires. Premièrement, abonnez-vous à Les Conseils de Papy maintenant. Ou cliquez sur ce bouton, ces histoires doivent atteindre plus de gens, plus de familles, plus de pères qui se sentent seuls. Deuxièmement, laissez un j'aime sur cette vidéo. Chaque j'aime aide l'algorithme à montrer ceci à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Troisièmement, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez. Je veux savoir où ces histoires atteignent. Paris? Lyon? Marseille? Une petite ville en Bretagne? Dites-le moi. Et dites-moi, auriez-vous pardonné à Julien à la fin de cette histoire? Ou pas? Je lis chaque commentaire. Quatrièmement, et c'est important, si ces histoires comptent pour vous, si vous voulez que je continue à les partager, envisagez de soutenir la chaîne. Même un super merci de n'importe quel montant, 2 €, 5 €, 10 €, m'aide à continuer ce travail. Ça m'aide à rechercher ces histoires, à passer du temps à les écrire et à atteindre plus de gens qui ont besoin de les entendre. Votre soutien, que ce soit un abonnement, un j'aime, un commentaire ou un super merci, me dit que ces histoires comptent. Ça me dit que les pères comptent. Ça me dit que vous faites attention. Et quand les gens font attention, les familles changent, les vies changent, le monde change. La maltraitance des personnes âgées est réelle. Ça se passe en ce moment. Une personne âgée sur 10 en fait l'expérience. La plupart ne le signalent jamais. Si vous reconnaissez des signes d'alerte dans votre propre famille, obtenez de l'aide. Si vous avez fait des erreurs comme Julien, il n'est pas trop tard pour être meilleur. Si vous voulez simplement protéger vos parents, appelez-les aujourd'hui, rendez-leur visite, faites attention. Les Juliens du monde comptent sur le fait que tout le monde détourne le regard. Ne détournez pas le regard. Merci d'être ici, merci d'avoir écouté mon histoire, merci de m'aider à continuer à partager des histoires qui comptent. Je suis Henri Dubois et ceci est Les Conseils de Papy. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, vérifiez votre père aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui